Très honoré d'accueillir Sifalid Ben Brahim. Sifalid, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Sifalid est directeur général de AFC, qui est le pôle financier de ATB Bank. Sifalid a eu une carrière à l'international. Vous êtes analyste financier. Sur la place de Paris, vous avez été 2 fois Corbeille d'Or. C'est une bonne distinction professionnelle. Oui. Alors, de retour à Tunis, vous avez été directeur général chez Tunisie Valeurs. Vous avez été plus tard cofondateur et directeur général de Axis Group. Vous avez été rejoint dans le même projet par PMCE, n'est-ce pas? Oui. Bien. Et actuellement, vous êtes directeur général de AFC. Vous êtes en même temps fondateur de l'Association tunisienne des analystes financiers, dont vous avez été premier président, aujourd'hui président d'honneur. Tout à fait. La TAF est peu active en ce moment, on vous voit peu. Elle est peu active. Son rôle n'est pas d'être forcément actif dans les médias. Son rôle est plutôt de s'occuper de la formation de gens qui veulent être analystes financiers, qui ont les diplômes et les qualifications requises pour être analyste financier. Et normalement, la TAF a comme objectif de faire qu'au cours des 12 prochains mois, une nouvelle promotion vient s'ajouter aux 2 premières promotions. Malheureusement, il n'y a pas eu de promotion depuis 2011 et on espère en lancer une nouvelle, mais c'est pas évident. Ça demande de la part de tous les membres actuels de la TAF un investissement impersonnel. Ça demande aussi la mise en place et la relance de ce qui a été fait avant 2011. J'espère que les équipes actuelles qui s'occupent de la TAF pourront le faire. Très bien. Depuis environ 6 mois, vous intervenez publiquement. C'était à l'occasion de la rédaction d'une revue de conjoncture économique à laquelle vous participez et qui est destinée au Conseil des analyses économiques. C'est présidé par Serafin en ce moment. C'est la revue de la conjoncture économique qui est donc publiée par le CAE avec l'ITSEC et avec l'AFC, et qui est destinée, et qui donc ça a été aussi financé par le GIZ, et qui est destiné à fournir un outil d'analyse des conjonctures économiques au gouvernement, au pouvoir public, aux décideurs. Donc jusqu'ici, l'appareil statistique tunisien, l'appareil informatif ne donnait pas les moyens concrets au gouvernement de rassembler les informations et à partir de là de pouvoir les analyser et en tirer les bonnes mesures et les conséquences. Et cette initiative du GIZ de financer cette revue de conjoncture économique que nous réalisons donc avec l'ITSEC et le CAE, ça vise précisément à doter les pouvoirs publics, les décideurs de l'ensemble des indicateurs qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. Bien, j'informe nos lecteurs que nous allons mettre sur notre site le document en question et ils pourront le consulter en même temps que nous publierons notre interview. Sifalid, alors dans ce document, vous signez la partie focus. Il se trouve que vous vous démarquez d'une certaine façon puisque vous avez une lecture financière de l'activité, de l'économie du pays. Et je vois que vous mettez en avant des indicateurs auxquels on recourt si peu habituellement. Et vous focalisez sur 3 éléments précis. Le taux directeur de la Banque centrale et le taux du marché monétaire, les concours à l'économie et le volume global du financement. Et alors, là, vous mettez en posture d'émetteur d'alerte, parce que vos conclusions sont un peu alarmistes. Non, je ne dirais pas qu'elles sont alarmistes, parce que c'est un peu... Là, vous parlez d'un numéro qui est le numéro de 2018, de l'année 2018, et qui est un numéro spécial, et qui a été fait aussi pour un peu... c'était la fin de l'année du lancement de ce projet, et nous avons organisé une table ronde
au début de cette année sur la base de ces chiffres 2018 définitifs, et nous avons comparé 2018 à la dernière année avant je dirais ce qu'on appelle la révolution 2011, donc c'était 2010. Effectivement, lorsqu'on compare 2010 je dirais à ce qui s'est passé depuis, et notamment sur une série d'indicateurs, on peut utiliser le qualificatif d'alarmisme, mais ça ne me semble pas répondre à la situation exacte que l'on voulait mettre en exergue. La situation exacte que l'on voulait mettre en exergue, c'est qu'on était passé d'une certaine économie à une autre, et l'économie où nous étions, par exemple, avant 2010, nous avions effectivement quelques injections, mais nous avons beaucoup de ponctions, c'est-à-dire que sur le marché central, oui, elle ponctionnait l'excès de liquidité, donc c'est-à-dire que c'est elle qui rémunérait les banques et les différents placeurs, alors qu'aujourd'hui, la Banque centrale, elle est rémunérée pour prêter de l'argent aux banques. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'elle a sorti des résultats 2018 exceptionnels, historiques, qui ont d'ailleurs permis au Trésor de récupérer plusieurs centaines de millions de dinars de dividendes. Donc, on a changé je dirais, de type de conjoncture. Les taux aussi n'étaient pas du tout ceux de l'époque. En 2010, nous avions des taux autour de 4,27, 4,50. Le taux directeur était de 4,50. Aujourd'hui, le taux directeur est de 7,75. Donc, il y a un changement qui est dû, bien évidemment, à une série de choses. La principale chose, c'est qu'on a une crise de liquidité. Je dirais, cette crise de liquidité vient d'une ponction du budget de l'État, de l'État, sur le marché. Donc on était avec un déficit budgétaire qui était assez faible. D'ailleurs, on était même éligible à être membre de Maastricht. Bon, donc aujourd'hui, on a des déficits budgétaires. Enfin, je les rappelle, qui sont nets autour de le déficit budgétaire, on est autour de 5% du PIB pour 2018. Alors bon, on a comme objectif de reculer, mais déjà 2018 avait reculé par rapport à 2017, nous étions à 6%. Donc on a accru de plus de 50% rapporté au PIB le déficit budgétaire. Donc ça c'est un besoin de liquidité de la part de l'État. Et puis aussi on a un besoin de liquidité qui provient aussi de la part des entreprises, de la part des entreprises publiques et des entreprises privées, qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où le volume global de refinancement depuis le mois de septembre 2018, août-septembre 2018 jusqu'il y a encore 2 mois, était au-dessus de 16 milliards de dinars. Et c'était donc une injection quotidienne de 16 milliards de dinars de liquidité. Aujourd'hui, c'est une situation qui est en train un peu d'évoluer, au sens où... on peut dire qu'elle est sous contrôle. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement sous l'effet aussi d'une nouvelle orientation de la Banque centrale, qui elle-même est influencée par le FMI, il y a une pression assez forte pour diminuer ce volume quotidien de refinancement. Et donc maintenant, on est légèrement au-dessus de 15 milliards de dinars. On est grosso modo à un peu moins d'1 milliard de dinars au-dessous de la moyenne des 7 derniers mois. C'est dû au fait qu'effectivement le FMI s'est rendu compte que c'est aussi une des sources de l'inflation, parce que ce qui intéresse la Banque centrale, c'est l'inflation. Et donc aussi une des sources de l'inflation, c'est ça. Donc
il y a une conséquence, je dirais, assez positive de cela, c'est que le dinar se porte mieux. Je veux dire, il se porte mieux parce qu'il y a un manque de dinars sur le marché qui fait que... Et puis il y a un taux d'intérêt qui est assez élevé, je dirais, pour le dinar, qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, il est presque plus intéressant de placer en dinars que de placer sur le marché en devises. Que de garder ces devises dans les monnaies dans lesquelles on les a eues. Donc, on arrive à contrôler la tendance sans toutefois l'infléchir. Et il n'y a toujours pas de retour de croissance. C'est ce qui complique un peu la situation. Oui, il n'y a pas de croissance, c'est vrai. Je dirais que le point le plus inquiétant quelque part, c'est la croissance. C'est qu'en réalité, la croissance économique, elle est pas là. Hein. Je veux dire, on est à 1,1%. C'est le dernier chiffre que nous avons pour le premier trimestre. Donc on est loin des 3,1% qui étaient prévus. Même les organismes internationaux qui étaient tous plus ou moins d'accord pour dire qu'on fera entre 2,9 et 3, à mon avis, on fera pas ces chiffres-là. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que pratiquement 40% du PIB ont connu un recul. Ceux qui composent 40% du PIB ont reculé au cours du premier trimestre 2019. Bon, alors il y a des choses dont on savait qu'ils allaient reculer et dont on espère que ça repartira. Par exemple, l'agriculture, au premier semestre, elle avait des chiffres qui n'étaient pas bons du tout. Mais il y avait aussi tout ce qui est mine, etc. Mais c'était pas des chiffres qui étaient bons, c'était des chiffres en recul. Je dirais que dans le PIB, la composante qui a progressé au cours du premier trimestre et dont on sait qu'elle a progressé aussi au cours de cette deuxième partie du semestre, c'est tout ce qui est lié au tourisme. Où là, effectivement, on a un accroissement de l'activité de la branche qui est liée au tourisme, donc qui est la branche services hôtellerie et de restauration qui déjà avait progressé l'an dernier et qui progresse encore cette année fortement. Bien. Stéphanie, alors il y a un paradoxe. La croissance n'est toujours pas là, mais les concours à l'économie explosent. Et ça, vous dites, ça doit nous alerter. Oh bon, les concours à l'économie explosent, oui, mais j'allais dire, c'est quelque chose de normal. Hein. J'allais dire, explose, mais en même temps, la croissance ne fait que diminuer. Hein. Nous étions sur des croissances extrêmement élevées et on était sur des croissances autour de 14% à la fin 2017 et on doit être au-dessous de 8%, entre 6 et 8% en 2019. Donc ces concours à l'économie ont diminué. Ils explosaient là, sur le chiffre que vous avez là, mais ces chiffres que vous avez, ils sont arrêtés à la fin 2018. Là, on est en juillet 2019 et sur les 6 derniers mois, il y a eu vraiment une évolution, une très nette décélération. Donc ces concours à l'économie ont fortement diminué et entre autres ont été plus ciblés, c'est-à-dire que c'était plus ciblé, la Banque centrale faisant plus attention à financer les PME, etc. Donc c'est celles qui ont réellement le plus besoin de financement et notamment de financement pour les aider à investir, etc. Donc et pour aider au retour de la croissance. Et pour aider au retour de la croissance. Donc il y a quand même comment dirais-je, un fine-tuning intéressant de la part de la Banque centrale pour remédier à ces problèmes-là. Bien. Écoutez, Stéphanie, vous dites que les EPCVM ne se portent pas bien. Alors, les EPCVM, c'est en gros les SICAV et les fonds de placement en valeur mobilière.
Et alors, les OPCVM, c'est un peu le lac de rétention de l'épargne. L'un des aspects de la mauvaise tenue de l'économie nationale est le fléchissement de l'épargne. Ça dit tout simplement que l'industrie des EPCVM, qui est une industrie comme une autre, et qui donc consiste à gérer l'argent de l'épargne et des gens, cet argent-là étant placé en SICAV et en FCP, les sommes en 2010, puisqu'on se réfère à 2010, étaient supérieures à 5 milliards de dinars, 5,1 milliards de dinars. À la fin mai, nous étions à 3,9 ou 3,9. Et donc, c'est quoi et nous étions... Oui. Il était combien? Nous étions un peu moins de 3008. 3,8. 3738. Voilà, 3738. Donc voilà, donc on était à 3,8 contre 5,1. Donc ça fait quand même un chiffre, je dirais, une baisse significative, hein, puisque ça fait 1,3 milliard de dinars. 1,3 milliard de dinars, c'est de l'épargne qui a quitté les OPCVM, mais qui a aussi servi d'autres. C'est la conséquence de la hausse des taux. Cette hausse des taux a été difficilement répercutée sur les performances des OPCVM. Ça, c'est important, tout simplement parce que techniquement, une hausse des taux, ça se voit tout de suite, alors que l'influence sur les OPCVM, il y a un délai, ça prend des mois. Et cette hausse des taux a été, a été favorisée, incitée par les banques. Les banques étaient à la recherche de dépôts. La Banque centrale a beaucoup, insisté auprès des banques pour que le ratio loan to deposit, c'est-à-dire le ratio crédit sur dépôt, se rapproche les plus des 100%. Et donc le ratio loan to deposit, ce ratio donc qui est crédit sur dépôt, ne doit pas dépasser les 120% selon la Banque centrale, et il est dans de très très nombreux cas largement au-dessus. Donc ceci a incité les banques à aller rechercher les dépôts et à les payer au prix le plus cher, à les surpayer, voilà, on peut le dire. Et donc ceci a fait que bien évidemment on a une sortie d'argent qui est sortie des SICAV et des FCP pour aller vers les dépôts bancaires, les dépôts à terme en général entre 6 et 12 mois. Donc c'est ça qui a été à l'origine de... c'est pas directement lié à l'activité économique proprement dite, puisque on peut dire que sur 5 millions, les 5 millions de dinars, on les a connus dans l'industrie des OPCVM. On a retrouvé des niveaux similaires en 2013, 14, 15. Donc c'est pas ça, mais c'est cette crise de liquidité qui a amené cette forte baisse, puisque cette forte baisse, si on la compare au mois de mai de l'an dernier, on est à plus de 800 millions de dinars. On a 800 millions de dinars en moins qui sont sortis de cette industrie. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est sinistrée. Oui, d'ailleurs on le voit, écoutez, vous faites une liaison avec l'aiguillage des dépôts bancaires qui sont plus allés, parce qu'ils sont alléchés par les taux, vers les BTA et les bons du Trésor à court terme, que vers le financement de l'économie, vers le financement d'entreprises, du secteur productif. Non, je ne pense pas. Je pense que les dépôts bancaires, je ne pense pas que les BTA aient été favorisés. Bien évidemment, les BTA, avec le déficit budgétaire, l'État a de plus en plus besoin d'argent. Mais en réalité, il y a une hausse des taux. Il y a une hausse des taux longs, c'est clair. Hein, les taux longs, aujourd'hui, le taux 10 ans, si on fait un taux il est là, je les ai sous les yeux. Voilà, on est passé à 9,75 alors qu'on était à 5,6 en 2010. Mais c'est plus
je dirais que les banques avaient probablement, il y a quelques années, financé et avaient trouvé intéressant de prendre des BTA. C'était à une époque où les cours, où les taux étaient stables, voire même en baisse. Il est évident que lorsque les taux ont remonté, c'est moins intéressant pour eux d'avoir des BTA, puisque quand vous évaluez votre portefeuille market to market, c'est-à-dire au prix du marché et les besoins du prix du marché, vous allez constater des pertes. Oui. Donc, c'est pas intéressant pour les banques en réalité de financer des BTA depuis maintenant 1 an et demi. Je pense que c'est tout simplement que ils étaient contraints par la Banque centrale d'arrêter cette course au financement sans que les dépôts le suivent. Et donc c'est tout simplement comme ça qu'est arrivé, je dirais, cet accident, si on peut appeler ça, qui est arrivé aux OPCVM. Bien, mais est-ce que il y aurait un reflux de liquidités? Est-ce qu'on continuera sur ce même état d'assèchement des liquidités, selon vous? Non, je pense que l'assèchement des liquidités, c'est relatif. Je veux dire, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Tout est ponctuel. Je veux dire, même la vie, elle est ponctuelle. Je veux dire, la question, elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est en fonction aujourd'hui de ce qu'il y a à donner comme crédit. Si on vous incite à donner moins de crédit, vous allez avoir moins de besoin de dépôt et par conséquent, vous allez moins surpayer les gens qui placent chez vous. Et donc, par conséquent, vous allez probablement être moins, je dirais, moins agressif par rapport à d'autres formes de placement que le dépôt bancaire. Donc, je dirais, l'assèchement des liquidités, si aujourd'hui, par exemple, l'État a moins de déficit, et ça semble être le cas puisqu'il y a un effort important de la part de l'État pour réduire ces déficits budgétaires, il y aura moins de, comment dirais-je, moins de demandes de liquidité de la part de l'État. Alors bien évidemment, il y a le déficit commercial qui lui est plutôt problématique puisque le déficit commercial est quelque part destructeur de monnaie locale, de dinars. Donc il faudrait que nous améliorons cela. Ceci étant dit, on a effectivement un déficit commercial qui s'accroît en montant, par exemple au cours de ce dernier mois, mais qui en réalité est grosso modo le même que celui il y a 1 an. Hein. Le commerce extérieur... Qu'il culmine et qu'il va se stabiliser. Écoutez, je ne sais pas, le taux de couverture, effectivement, il diminue un peu, mais c'est pas une dégradation forte. On est passé de 72 à 71. Bon, c'est 1%. C'est en train de... Je dirais que c'est en train de se stabiliser. Voilà. Mais on n'arrive pas à le juguler. On voit une certaine impuissance à juguler ce déficit commercial. La coexistence d'un déficit budgétaire, d'un déficit commercial, c'est plus facile à dire. Hein. Pénalisant. Mais je veux dire, c'est plus facile à dire. C'est assez facile à dire. Je veux dire, il y a quand même des besoins structurels qui sont les besoins de l'énergie. Si nous avions une situation qui se rétablissait au niveau de notre secteur énergétique, si nous avions tous les puits qui devaient produire, qui produisaient, et si nous avions les mines d'où nous tirons une grande partie de nos exportations, les mines de phosphate, qui tournaient à plein et qui vendent et qui permettaient de vendre aussi les quantités de phosphate à partir de nos ports, et donc qui nous ramènerait des devises, croyez-moi, on n'aurait pas les problèmes que nous avons actuellement. Donc je dirais, c'est important comme problème, mais en même temps, leur résolution est assez facile. Il suffit tout simplement de faire en sorte que ceux qui doivent produire commencent plutôt à reprendre leur production. Là, je pense aux mines de phosphate et
à l'extraction pétrolière. C'est fait. Donc, vous laissez sous-entendre que le système bancaire pourrait ne pas connaître une situation de credit crunch. Non, je ne pense pas que le système bancaire va connaître un système de credit crunch, absolument pas. Non. Je dirais, et puis les gens de la Banque centrale savent gérer ça. Je veux dire, on a des fonctionnaires et des gestionnaires de la monnaie à la Banque centrale qui sont de très grande qualité, et je ne les vois pas laisser les choses aller vers un credit crunch. Non, absolument pas. Vous êtes rassurant là-dessus. Vous dites qu'il y a un souci pour la dette publique. Elle est financée à 51% en devises. Et ça, c'est un point de vulnérabilité. Oui, c'est un point de vulnérabilité, bien évidemment. Moi, je veux dire, tout simplement parce qu'on a vu aussi que un des gisements du financement de la dette publique interne, c'est entre autres les OPCVM. Donc on ne peut pas avoir des OPCVM qui sont complètement, je dirais, en crise. Je veux dire, qui ont un actif qui ont des actifs qui ont fortement diminué, et en même temps leur demander de financer la dette publique en interne. Deuxièmement, aussi, notre dette publique, structurellement et anciennement, elle est en devise, donc il faut aussi une partie en devise nouvelle pour la payer. Alors, bien évidemment, l'essentiel aurait été que nous ayons une balance de paiement qui permette de ne pas s'endetter encore pour payer nos dettes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Notre balance des paiements ne permet pas encore de régler, je dirais, de régler tout ça. Le solde de nos déficits courants est quand même de moins 2,7 au cours du premier trimestre 2019. Alors, c'est un problème. Bon, là, il y a la Tunisie qui vient de sortir sur le marché international, et elle est sortie, je trouve, dans de bonnes conditions. Pour une maturité de 7 ans. Pour une maturité de 7 ans à 6,375. Je dirais qu'il y a une petite amélioration de notre taux par rapport à la dernière sortie, enfin une amélioration significative. De taux et de maturité également. On était à 5, là on est passé à 7. Oui, de taux et de maturité, mais enfin, lorsqu'on convertit tout ça et qu'on compare, il y a une amélioration. Ça veut dire que notre crédit encore à l'extérieur est là, je veux dire, il est important. Bien évidemment, c'est toujours un peu ralent de payer 6,375 alors que le taux de référence est négatif en euros sur cette durée. Donc, mais bon, je dirais, c'est tout. Hein. On paye le prix de nos erreurs passées, on paye le prix de nos anciens déficits, et on ne peut pas reprocher à ceux qui aujourd'hui sont aux commandes, que ce soit des pouvoirs publics ou que ce soit la Banque centrale, des erreurs qui ne sont pas les leurs. Maintenant, ils font avec ce qu'ils font. On a trouvé facilement 700 millions d'euros, et c'est donc largement maintenant suffisant pour couvrir nos besoins actuels, au moins jusqu'à la fin d'année. Voilà. Donc, c'est un problème. La solution, là encore, pour le résoudre, c'est tout simplement améliorer nos exportations, améliorer nos recettes touristiques, faire que les Tunisiens qui vivent à l'étranger et qui sont en train d'envoyer de moins en moins d'argent ici en Tunisie, qu'ils envoient un peu plus. Hein. J'allais dire, en 2017, ils envoyaient des sommes supérieures à ce qu'ils envoient aujourd'hui. Sylvain, alors on peut rassurer l'opinion, parce qu'à un moment, quelques voix se sont élevées pour dire qu'il faudrait peut-être rééchelonner. Jamais de la vie. Il n'est pas question du tout. Je pense qu'il n'a jamais été dans l'esprit d'un quelconque dirigeant tunisien de rééchelonner la dette tunisienne. La dette tunisienne n'a jamais été rééchelonnée. Elle n'a jamais été rééchelonnée. Donc il n'y a aucune raison de la rééchelonner aujourd'hui. Donc c'est une hypothèse à écarter totalement. Mais totalement. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Il n'y a strictement aucune raison. La Tunisie peut payer et a les moyens largement de payer
de payer sa dette, je veux dire, à temps et en heure. Il n'y a aucune raison. Malgré l'amenuisement des réserves de change. Les réserves de change sont à 77, 78 jours, 80 jours, sans intégrer le nouvel emprunt qui vient d'arriver. Et on est aujourd'hui dans la période en été où vous avez l'argent qui arrive de nos compatriotes qui reviennent, et on a aussi de l'argent des touristes qui commencent à rentrer dans les caisses des opérateurs et donc des banques. Je veux dire, c'est absolument pas à l'ordre du jour de mon point de vue, hein, absolument pas. Et il y a un autre élément qui pourrait contribuer et là on clôture avec ça, la loi sur l'amnistie de change. Elle améliorerait définitivement la situation. Oui, enfin, définitivement, rien n'est jamais définitif. La seule chose qui est définitive, c'est la mort. Significativement. Je veux dire, significativement, oui. C'est-à-dire qu'une amnistie de change devrait normalement faire que les gens qui ont de l'argent de côté, je dirais, détenus non déclarés, vont être incités à les ramener à la banque contre une petite pénalité. Et bien évidemment, l'arbitrage pour la Banque centrale est un arbitrage, à mon avis, intéressant, parce qu'il récupère des devises pour un coût qui n'est pas très important. Bon, maintenant aussi, c'est le genre de choses qui ne peut pas se répercuter tout le temps, qui ne peut pas se faire tout le temps. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives de type mafieuse. Donc, c'est une idée, ce n'est pas une mauvaise idée. Ceci dit, moi, je ne suis pas un fanat. Personnellement, je ne suis pas un fanat de ce type d'idée. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de raison. Partout, dans tous les pays où on a eu recours à cette formule, les résultats ont dépassé tous les pays, ça dépend de quel pays vous avez en tête. Dans la région, je parle du Maroc. Oui, le Maroc, c'est très particulier. Donc, nous n'allons pas comparer le Maroc à la Tunisie de ce point de vue-là. Donc, je ne suis pas certain que ce soit applicable à la Tunisie. Oui. Une dernière question, je dis, peut-on envisager sérieusement d'aller vers une convertibilité totale du dinar? Non, je ne pense pas. C'est encore prématuré. Oui, c'est encore très, très prématuré. Et j'allais dire tout simplement, je dirais, s'il y avait une liberté plus importante, si on permettait effectivement qu'il y ait un peu plus de ressources pour nos enfants qui étudient à l'étranger, s'il y avait un peu plus de facilité d'utilisation des devises par les exportateurs, si une série de choses qui faciliteraient, je dirais, l'offre et la demande de devises sur le marché, ça serait bien d'espérer une convertibilité du dinar à court terme ou même à moyen terme. Ça me semble assez difficile à envisager, franchement. Il faut vraiment qu'on remette sur pied une nouvelle économie, un nouvel appareil économique, une nouvelle façon d'exporter et d'apporter, une nouvelle façon de consommer, que l'on crée des emplois pour ceux qui en ont besoin, et après on pourra penser à une convertibilité du dinar. Est-ce que la campagne électorale pourrait aider à l'émergence de ces nouvelles façons de consommer, ces nouvelles façons d'importer? Je pense que la campagne électorale on sera en compétition pour des propositions de ce genre. J'espère que la campagne électorale, elle portera sur les idées, elle portera sur comment les gens voient la Tunisie de demain, et non pas un combat de chiffonniers qui s'insultent. J'espère que ça sera une campagne d'idées où chacun amènera ses idées sur comment il voit la Tunisie en 2024, 2025. Le Conseil d'analyse économique interviendra ça, je ne suis pas apte à vous répondre. Très bien, merci beaucoup.